c'est super. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette seconde table ronde. Cette table ronde qui va nous emmener de l'analyse pharmaceutique à l'optimisation du traitement. Les interventions pharmaceutiques, quelle valeur ajoutée pour le soin, et les bilans partagés de médication vers une analyse approfondie obligatoire. Alors, je reçois donc Pierrick Bedouche. Je rappelle que vous êtes professeur des universités, professeur de pharmacologie clinique à l'université de Grenoble, si je ne me trompe pas. Je fais attention, comme je me suis trompé tout à l'heure. Ça, il y a une erreur. C'est pharmacie clinique, mais justement, on va en parler. Ah, c'est pas pharmacologie. Alors voilà, donc ça commence les bourdes. Chef du service donc, du CA, de pharmacie du CHU de Grenoble, c'est bien ça. Président de l'Association nationale de pharmacie clinique. C'est ça? Des enseignants, tout à fait. Des enseignants, parfait. Il manque enseignants. Très bien. Pierre-Olivier Faranque, vous êtes directeur du Centre d'appui aux situations d'urgence de l'ANSM. C'est bon? Je ne me suis pas planté, c'est bien ça? Parfait. Et nous avons Guillaume Racle, qui est élu national à l'USPO, donc bienvenue. Nous avons Sophie Kellet. Donc, vous êtes responsable du département produits de santé à l'assurance maladie, c'est bien cela. Et nous avons Pierre Pribil, qui est directeur de la sécurité sociale. Bonjour à tous. Alors, on va commencer un petit peu cette table ronde immédiatement. Table ronde qui va commencer avec vous, Pierrick Bedouche, parce qu'on va déjà un petit peu, si vous le voulez bien, définir dans votre propos, un peu définir ce que sont les interventions pharmaceutiques, parce que quelquefois, ça peut ne pas être très clair. Donc, c'est super si vous pouvez un petit peu nous guider là-dessus en 5 minutes, 5-7 minutes. On va faire rapide, effectivement. Ben, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravi d'être présent. Et effectivement, on va parler de pharmacie clinique, qui est vraiment le fait de pratiquer la pharmacie dans un contexte clinique, d'où la précision. Trois termes, je pense, qui sont importants avant qu'on aborde ce sujet-là, qui vont être quand même l'interprofessionnalité. Et je l'ai beaucoup entendu juste avant, je pense qu'on en rediscutera. C'est comment les différents professionnels de santé ont travaillé ensemble, et les pharmaciens. Notamment après avec un autre thème qui est de plus en plus le concept de juste prescription. Et on va justement aborder les questions de bilan partagé de médication, intervention pharmaceutique, dont un des objectifs prioritaires et majeurs est de sécuriser, de lutter contre l'iatrogénie médicamenteuse et les erreurs de prescription. Et donc, sans refaire une grande définition, parce qu'effectivement, ça a été présenté tout à l'heure, il y a les sociétés savantes. Moi, je suis membre de la SFPC, qui est la Société française de pharmacie clinique, où il y a un gros travail, effectivement, qui a été fait de description, de bonnes pratiques, de recommandations. Donc, il y a des bonnes pratiques de pharmacie clinique. Et c'est de dire que je crois qu'on va discuter autour de grandes notions, le bilan partagé de médication, et c'était de repositionner, de dire que les interventions pharmaceutiques sont un item, un élément, un résultat dans ce processus qu'on va pouvoir observer. Et je crois que je peux vous proposer une définition juste après. Voilà, formidable. Et donc, effectivement, c'est le rôle d'une société savante de définir et de qualifier les choses et les actes. Le pharmacien, qu'il soit hospitalier, ce qui est mon cas, ou officinal, se retrouve face à de l'analyse de prescription, des dossiers cliniques, et on va identifier des problématiques. Et face à une problématique, l'intervention pharmaceutique, c'est la recommandation, la solution, la piste de modification qu'on va proposer. Vous l'avez sous les yeux, donc ça concerne les produits de santé. On s'occupe de médicaments, mais aussi des dispositifs médicaux. Et l'autre élément qui est vraiment important, c'est la notion de traçabilité. Je pense qu'on va vraiment revenir dessus, parce que les actes, les pharmaciens d'office en font tous les jours. Après, il y a la question effectivement de leur documentation, de leur valorisation. Et ça va être un point important. Et pour ça, il faut pouvoir le tracer. Et pour pouvoir le tracer, déjà de quoi on parle, effectivement, ce qui a été fait tous ensemble et via la SFPC, c'est de définir en fait ce que c'est quand on parle d'une intervention pharmaceutique. Donc il y a un travail de standardisation, documentation, codification, cotation qui a été mené d'abord à l'hôpital, parce que c'est vrai que c'était le point d'entrée où on avait accès, ça a été dit tout à l'heure, notamment à des données cliniques. Donc, il y a une fiche de cotation des interventions pharmaceutiques qui a été développée il y a maintenant 20 ans, donc en 2004. Et sur le même modèle, avec plusieurs d'entre vous, on a pu développer, adapter la cotation à la
la pratique qu'en officine. Le papier, c'est bien, mais ça a été dit, sans parler d'IA tout de suite, mais c'est important. C'est la question, effectivement, de l'utilisation de l'outil informatique. Et donc, que ce soit à l'hôpital ou à l'officine, assez rapidement, on a mis effectivement en place un outil pour permettre en fait, de suivre, de documenter, mais aussi d'analyser et sans doute maintenant de valoriser. Donc, la SFPC a mis en place un observatoire, un outil qui s'appelle Actipé, mais après, il peut y en avoir d'autres. Donc, qui a été mis en place il y a 20 ans maintenant à l'hôpital et il y en a un à l'officine. Et ça, c'est un enjeu important. Avant de vous montrer ces éléments, ce sera repris. C'est la question, en plus, aujourd'hui, avec le développement de la e-prescription, de vraiment pouvoir faire le lien sur l'ensemble du processus. Et je crois que ce sera rappelé notamment par Guillaume. L'enjeu que maintenant, c'est la codification SFPC est bien intégrée, notamment dans les logiciels compatibles Ségur. Ce n'est pas pour la décrire, c'était pour effectivement partager avec vous le fait qu'il y a une codification, c'est validé, ça a été publié dans des revues internationales. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des autres pays. J'étais il n'y a pas très longtemps au Canada, on voit ça. C'était de vous proposer éventuellement pour ceux qui ne seraient pas quotidien avec ces interventions pharmaceutiques, un petit cas qu'on peut avoir à l'hôpital. Vous voyez, c'est des choses finalement assez simples, c'est de la routine pratique. Donc ça, c'est un des autres enjeux, et ça a été discuté tout à l'heure, c'est que des choses qu'on fait en fait tous les jours. Et comment on ne passe pas à côté. Donc voilà, un cas, je ne le décris pas plus que ça, c'est un cas d'un médicament pour lequel il y a une nécessité d'adapter à la fonction rénale du patient qui est en insuffisance rénale. Le problème est assez facile à détecter par le pharmacien. La mise en œuvre et la proposition de l'intervention est également assez facile. Et ce que vous avez sur la diapo d'après, c'est juste vous montrer que, et on va aller encore sur celle d'après, vous montrer qu'en fait, il y a possibilité de le codifier. Et tout ça, en fait, c'est de pouvoir effectivement le réavoir dans nos outils, nos logiciels. Un des enjeux quand même très importants aujourd'hui avec les systèmes informatiques, le ministre en a parlé sur l'IA, mais c'est quand même aujourd'hui notamment les entrepôts de données de santé, que ce soit à l'hôpital ou en ville. Donc il faut absolument valoriser toute cette donnée qu'on produit tous dans le système de santé. Et vous montrer effectivement depuis 2 ans, donc l'observatoire existe pour l'officine, c'était pour vous donner un aperçu vite fait. Voilà, il y a 20 000 à peu près interventions pharmaceutiques, c'est encore assez peu finalement. On en est au début du commencement. C'était vous montrer, vous voyez, sur le focus, qu'est-ce que c'est finalement les types. On voit des adaptations posologiques et des changements de médicaments. Ce n'est pas juste du conseil, c'est de la vraie modification de la prescription avec un impact pour sécuriser la prise en charge thérapeutique du patient. Et un indicateur qui est important, c'est finalement la collaboration interprofessionnelle. Les médecins et les patients, pour eux, qu'est-ce que ça fait? Et un des indicateurs, c'est l'acceptation par le prescripteur. Et on le voit, le taux d'acceptation, il est très, très élevé. Et l'acceptation par les patients est très, très bon. Donc, effectivement, les pharmaciens sont très compétents pour pouvoir faire ça. Et puis ça, c'était peut-être ou éventuellement discuter avec les autres sur ce qu'il y avait à retenir. Mais les points que j'ai abordés pour mettre en perspective peut-être ces quelques éléments sur l'intervention pharmaceutique. Cette intervention pharmaceutique, on l'a bien compris, elle est fondamentale dans la sécurisation du médicament, dans l'adaptation, une nouvelle adaptation du travail des pharmaciens, avoir un support qui permet de tracer ces interventions, ce que l'on fait tous les jours. Mais là, c'est tracer et voir vraiment les conséquences de ces modifications. Alors, Pierre-Olivier Farenc, vous, avec votre expérience, comment vous voyez le rôle du pharmacien justement dans la sécurisation du médicament? Alors, merci beaucoup. Et puis, merci beaucoup aussi au président de l'USPO de m'avoir sollicité, en tout cas pour participer à cette table ronde. Peut-être avant de commencer, pour illustrer le propos, je voudrais rappeler quelques chiffres que du coup la NSM avait commandité auprès d'une agence justement en vue de développer une campagne de communication sur le bon usage. On est aujourd'hui à 3 Français sur 10 qui adaptent eux-mêmes leur posologie, leur durée de traitement. On passe à 1 sur 5 quand il s'agit d'augmenter les doses pour avoir un effet plus rapide, un effet en tout cas probablement plus efficace pour diminuer les symptômes, par exemple. Et on est à quasiment 1 Français sur 2 qui, tiens, ce traitement a bien fonctionné, donc tu sembles avoir les mêmes symptômes que moi, donc je te conseille de prendre ce médicament. Donc on voit bien en fait aujourd'hui qu'il y a un vrai finalement manque, en tout cas probablement de connaissance des patients, et même de manière un peu plus large aussi
du public en fait de ce produit-là, du médicament. Et c'est d'ailleurs là-dessus que la campagne de l'ANSM, alors peut-être que certains d'entre vous l'ont entendu, mais qui a été développée à partir de l'année 2023 et qui dit qu'en fait le médicament n'est pas un produit ordinaire, ne le prenons pas à la légère. Et donc l'objectif, effectivement, c'est de pouvoir cibler, en tout cas, ces 3 actions-là que je viens de citer et qui reflètent quand même beaucoup, je trouve, la méconnaissance, en tout cas, probablement, du grand public et des patients sur, finalement, les difficultés d'avoir un traitement pour être efficace, finalement, et pris dans de bonnes conditions. Et d'ailleurs, le ministre, tout à l'heure, l'a évoqué en disant que, finalement, le bon traitement, c'était celui qui n'était pas pris. Et donc, il y a probablement, effectivement, des choses à retravailler là-dessus. En tout cas, au niveau de l'ANSM, donc évidemment, c'est un sujet qui est fortement suivi et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. Il y a le besoin aussi de travailler tous ensemble. Ça a été évoqué notamment sur la table ronde précédente, ici aussi. Il y a un enjeu, effectivement, d'avoir sur toute la chaîne de soins du patient des actions, que ce soit au niveau des médecins au moment de la prescription, voire même de la non-prescription, et expliquer aussi pourquoi aux patients on n'a pas forcément besoin, à l'issue d'une consultation médicale, de ressortir avec une ordonnance. Au niveau, évidemment, des pharmaciens, puisque c'est vous qui êtes en première ligne, notamment au moment de la dispensation, pour expliquer aux patients comment prendre son traitement, comment aussi, tous les enjeux aussi d'observance et tout ça pour assurer une bonne efficacité. Et évidemment, des enjeux de formation. Ça a été évoqué aussi sur la précédente table ronde, notamment sur des médicaments qui étaient initialement à l'hôpital et qui arrivent en ville, et donc avec un enjeu effectivement de former les pharmaciens pour justement les sensibiliser aux risques potentiels et répondre aussi aux questions des patients. Et aussi toute un enjeu d'acculturation des patients à la balance bénéfice-risque. Finalement, encore une fois, un médicament n'est pas un produit ordinaire. Et donc, il y a tout un enjeu aussi à essayer de sensibiliser les patients pour que eux aussi, finalement, puissent se faire le relais des messages de bon usage qui sont évidemment apportés collectivement. Et encore une fois, c'est finalement sur un grand nombre de sujets. Il y a un travail évidemment très important qui est fait au niveau des pharmaciens. Alors pharmaciens hospitaliers évidemment, pharmaciens d'officine, mais c'est avec finalement l'ensemble des acteurs que je pense le début de la solution, en tout cas, peut être trouvé. Merci beaucoup, Guillaume. Guillaume Racle, donc, qui est élu national USPO, qui est pharmacien, je le rappelle. Donc, à partir de votre propre pratique de tous les jours dans votre officine terrain, quel levier voyez-vous pour justement améliorer la pertinence des prescriptions de votre côté ? Merci. Déjà, un élément, je voudrais déconstruire un préjugé qu'on entend dans la communication, notamment étatique, c'est que l'intervention pharmaceutique et le bon usage et la pertinence n'est pas forcément des prescriptions. Parfois, et Pierrick sera d'accord avec moi, il manque un médicament pour prévenir un effet indésirable, pour assurer un certain nombre d'éléments des organes vitaux. Donc ça, je comprends qu'en termes de communication politique, c'est facile de dire prescrivons moins. Mais attention à cet effet collatéral de dire que la personne, à un moment, elle a du méthotrexate, si elle ne prend pas son acide folique en parallèle, elle aura des effets indésirables potentiellement graves qui sont prévenus par l'acide folique. Donc ça c'était un premier élément que je voulais retirer. Mais dans un certain nombre de cas, je suis d'accord avec vous que c'est la non-dispensation, la non-prescription qui est la pertinence. Aujourd'hui, sur le terrain, vous comprenez bien que lorsqu'on réalise ce type d'intervention pharmaceutique, on a la prescription devant nous, il y a un sujet de posologie en fonction d'une fonction rénale. Déjà, il faut éventuellement aller chercher la fonction rénale, ce qu'on n'a pas forcément toujours sur l'ordonnance, pas toujours sur notre logiciel. Il faut faire une démarche parfois assez compliquée pour accéder au DMP. Bon, j'espère, grâce à tous les travaux qui sont faits par la science m'a dit que demain, ça sera d'autant plus facile. Mais en tout état de cause, c'est quand même un temps supplémentaire dédié si on veut faire cette action de bon usage. Et aujourd'hui, ce temps n'est pas forcément valorisé. C'est-à-dire que lorsqu'il y a ce sujet de problème de posologie ou lorsqu'il y a un sujet de rupture, parce qu'une rupture
non comblée, non prise de médicaments peut entraîner des effets pour le patient, des hospitalisations. Lorsqu'il y a un problème en termes d'interaction médicamenteuse, c'est du temps, et parfois beaucoup de temps à consacrer pour ce cas-là, qui est aujourd'hui nullement valorisé dans le modèle économique actuel. Dans le modèle économique actuel, la rentabilité, si on peut dire comme ça, c'est de dispenser la prescription telle qu'elle, sans se soucier d'éventuelles démarches parfois très lourdes à faire. Vous imaginez quand on a un problème de posologie, on doit appeler un médecin éventuellement hospitalier, on peut passer parfois 30 minutes sur ces sujets-là. Et puis je vous parle pas des ruptures. Les ruptures aujourd'hui, c'est un temps consacré, on l'a évalué, qui est, je vois que Pierre-Olivier, les deux Pierre-Olivier sourient, parce que c'est un temps consacré qui a énormément augmenté et qui n'est absolument pas pris en compte dans l'exercice officinal. Et c'est aussi d'où des propos de Pierre-Olivier Varieux en disant aujourd'hui l'exercice officinal s'est complexifié et ça on ne l'a pas forcément pris en compte dans les modèles économiques. Sur les interventions pharmaceutiques, Pierrick parlait du modèle papier historique d'il y a 20 ans, du modèle Actipé qui a atterri, qui a vu le jour il y a quelques années. Et aujourd'hui, on va avoir un formidable outil pour suivre ces interventions pharmaceutiques, c'est-à-dire rendre visible ce que les pharmaciens font de façon invisible depuis des années, que sera la prescription électronique. Aujourd'hui, à chaque fois qu'un pharmacien va modifier la prescription émise par le médecin, l'assurance maladie aura une trace, selon les motifs des interventions pharmaceutiques, de l'action qui aura été mise en place et l'action qui aura été réalisée sur cette modification de prescription. Donc ça ouvre un champ, on l'espère, de traçabilité et donc de valorisation de ces actions qui ont pour nous une forte valeur ajoutée. Et d'ailleurs, la SFPC a fait un travail très intéressant avec une grille qui s'appelle la grille Cléo, si je ne me trompe pas, qui permet d'évaluer de façon médico-économique chaque intervention. Toutes les interventions pharmaceutiques n'ont pas la même valeur médico-économique. Changer un comprimé par un sachet, ça n'a pas la même valeur économique que adapter une posologie en fonction d'une clairance rénale, on le comprend bien. Parfois, au-delà de cette traçabilité, on peut avoir des outils. À l'officine, par exemple, un outil, on parlait de non-prescription ou de non-dispensation, ça peut être les tests antigéniques. Et ces outils sont des vrais bons outils de bon usage. On en est persuadé et on espère que l'AHS rendra ses travaux sur ces outils, notamment sur les tests combinés, rapidement, parce qu'on en est persuadé sur le terrain et on le voit. Quand un patient vient en pleine épidémie de grippe se faire tester à la pharmacie et que son test est positif, il ne va pas réclamer un antibiotique chez le médecin, il nous demande la marche à suivre et s'il n'est pas à risque, il n'y a pas besoin de consultation médicale, voire il n'y a pas besoin de passage aux urgences. Donc tout ça fait que, d'ailleurs, c'est les éléments qui seront étudiés par la HS dans l'étude qu'elle va mener avec la PHP. C'est des outils qui sont extrêmement intéressants pour améliorer la pertinence. Et par contre, a posteriori, à titre personnel, je trouve que parfois on utilise des faux bons outils qui sont comme la dispensation à l'unité, qui peut paraître assez simpliste au niveau politique, mais qui derrière entraînent éventuellement des problèmes de sécurité. Voilà, vous connaissez la position historique sur ce sujet, alors que derrière, en termes de pertinence, on perd de pertinence de prescription, de pertinence de dispensation, mais il y a aussi la pertinence des conditionnements. Aujourd'hui, les recommandations évoluent et les conditionnements n'évoluent pas. Monsieur le directeur, vous payez des comprimés à mettre à la poubelle. Aujourd'hui, on prend le cas de l'herpès labial. La posologie, elle est passée de 5 comprimés le matin, 5 comprimés le soir pendant un jour, donc une boîte de 10, à 4 comprimés le matin, 4 comprimés le soir. Sauf que la boîte n'a pas été adaptée. Aujourd'hui, l'unité de prescription de l'amoxicilline la plus prescrite est le multiple de 7, donc souvent 3 x 7, 21, 3 par jour pendant 7 jours. Il n'existe pas de boîte de 7, de boîte de 21. Il existe uniquement des boîtes de 6 et des boîtes de 14. Je ne suis pas très bon en maths, mais je ne sais pas comment faire 21 avec ça. Et dernier élément, et pour ne pas être trop long, le
les pharmaciens, je pense qu'on a, en termes de pertinence, il y a un constat qui est sans appel, c'est qu'on a aussi réussi à travailler sur le rapport coût-efficacité, et notamment avec le générique. La politique du générique le générique permet, avec des efficacités identiques, d'améliorer ce rapport coût-efficacité. Et on a trouvé un deal gagnant-gagnant pendant des années entre assurance maladie et pharmaciens. Ce gagnant-gagnant doit être, je pense, continué. Ça a permis, et c'était un gagnant-gagnant qui était transparent. Et c'est important de garder cette transparence pour, dans un sujet de régulation aussi des tarifaires, dans un sujet de bonnes pratiques. Et je pense qu'il faut qu'on arrive demain à trouver ce deal gagnant-gagnant sur les biosimilaires, tout en sachant que ça, c'est un pilier qui est quand même majeur pour l'Officine des économies. Et sans ça, sans ce pilier-là, vous remettez en cause tout le reste de toutes les interventions qu'on peut faire, et notamment des interventions pharmaceutiques. Merci Guillaume Racle. Sophie Kellet, alors vous êtes responsable du département produits de santé à l'assurance maladie. Alors, quelles sont les nouveautés de l'avenant 1 et puis quelles sont surtout les perspectives pour demain? Alors, merci beaucoup aussi pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous cet après-midi. Donc, l'avenant 1 de la convention médicale qui a été signée l'été dernier est en train d'être mis en place. On a, début janvier, eu pas mal de nouveautés. C'est un avenant qui avait plusieurs thématiques. Donc, certaines d'entre elles ont déjà été abordées lors de la table ronde précédente et un petit peu aussi sur celle-ci. Mais reprenons quand même un petit peu les quelques points sur ces nouveautés-là. On a tout d'abord eu un gros volet. Si vous pouvez rapprocher un tout petit peu le micro, c'est bon comme ça. Vous entendez bien. On a eu un grand volet sur la valorisation du rôle des pharmaciens en matière de prévention et de santé publique. Donc on a parlé tout à l'heure des TROD, me semble-t-il, au niveau des angines, au niveau de la cystite, c'est apparu cet été. Et la grande nouveauté dans cet avenant 1, c'est que vous avez depuis cet été la possibilité, en cas de TROD positif, de prescrire un antibiotique et de remettre aux patients l'antibiotique lorsque c'est nécessaire. Ça, c'est une grande avancée pour les patients, pour la simplification du système de santé. Et on a les premiers chiffres de 2024 qui sont arrivés et on voit qu'il y a un grand engouement et une grande... les officines sont vraiment emparées de cette nouvelle mission. Donc au niveau des angines, on a plus de 17 000 officines qui ont déjà réalisé un TROD depuis l'été dernier et on est à 15 000 officines qui ont déjà réalisé un dépistage de cystite. Ça correspond à énormément de patients. On est à 678 000 patients qui ont été dépistés pour une angine et à un peu plus de 226 000 femmes qui ont eu un dépistage de cystite. Donc on s'en réjouit. Au niveau de la qualité, même si l'assurance maladie n'en a jamais douté, on suit précisément les rapports taux positifs, taux négatifs, parce qu'on entend, on n'est pas sourd et on entend parfois des gens sous-entendre que la qualité ne sera pas forcément au rendez-vous. Nous, on n'en a jamais douté et les chiffres le montrent. On est vraiment complètement dans la cible épidémiologique qu'on a. Donc vraiment, encore une fois, on n'en a jamais douté, mais vous faites un excellent travail sur le terrain en matière de dépistage des angines et des cystites. C'est important de le rappeler, c'est très important de le rappeler et je voulais le faire aujourd'hui. L'avenant 1 prévoyait également, on a parlé de la vaccination tout à l'heure, et d'inciter toujours à vacciner bien sûr sur la base de prescription, mais d'aller encore un cran plus loin en vaccinant sans forcément avoir la prescription médicale au niveau des rappels vaccinaux. Et pour ça, donc, on a développé des incitations financières pour vous inciter à aller plus loin et à donc proposer d'emblée des rappels vaccinaux à vos patients. L'avenant 1 prévoit aussi des modifications qui sont entrées en vigueur là, en tout début d'année, le 8 janvier dernier, sur le mode de financement des différents accompagnements.
et sur le bilan de médication. Donc dorénavant, c'est un paiement à l'acte de manière à stimuler un petit peu plus le déploiement de ces accompagnements qui sont lourds. On l'a entendu à la table de ronde précédente, c'est un vrai engagement des pharmaciens de se lancer. Et pour vous aider un peu plus à vous lancer, il y a eu aussi une ROSP exceptionnelle pour 2024 qui vous incitait à en faire au moins un l'année passée de manière à comme ça se lancer. Et je retiens de la table ronde précédente l'intérêt peut-être de faire des campagnes. C'est une excellente idée et voilà, ça peut être des choses comme ça qui peuvent être proposées. Et je retiens aussi le besoin de communiquer auprès des différents assurés sur toutes ces thématiques-là. Donc on va voir ce qu'on peut faire sur ce sujet-là. On a également dans l'avenant 1 voulu mettre mettre en avant votre rôle dans le dépistage du cancer colorectal, pardon. Donc on a on a énormément de kits qui ont été délivrés par vous. Donc ça, c'est vraiment très bien. En 2024, il y en a vraiment eu énormément. Il y a eu une incitation exceptionnelle, là encore, pour se lancer sur cette remise de kits. Et ce qui est vraiment intéressant chez vous, chez les pharmaciens, c'est qu'on observe le taux de remise de kits versus le taux de kits réellement réalisés. Et vous faites partie vraiment des très bons élèves. Donc ça veut dire que vous prenez bien le temps d'expliquer ça à vos patients. Il y a vraiment une qualité qui est là encore à souligner. L'avenant 1 prévoit aussi d'un nouveau modèle d'accompagnement, un accompagnement plus court. Donc on a l'accompagnement depuis le 8 janvier dernier aux opioïdes. Donc là, c'est un accompagnement qui vise, lors de la deuxième dispensation de médicaments opioïdes de palier 2, à alerter le patient sur les risques encourus sur une trop longue prise de ces produits. Donc bien sûr, on n'a pas encore de chiffres, mais on va suivre ça avec intérêt. Sur les accompagnements femmes enceintes qui sont un petit peu sur le même dispositif, on a une montée en charge qui progresse et on est là à peu près on a 10 000 officines qui se sont lancées, qui en ont fait au moins un. Et on a 92 000 femmes enceintes qui ont pu bénéficier de ce type d'accompagnement. Et c'est en progression, donc on est plutôt... voilà, c'est une bonne dynamique. L'avenant 1 a permis aussi différentes revalorisations pour accompagner l'évolution de la profession. Il y en a eu certaines en début d'année, donc 20% de plus sur l'honoraire de dispensation. Il y a aussi des revalorisations sur les gardes. L'avenant 1 a aussi, on n'est pas trop dans la thématique, mais mis un petit coup de projecteur sur la lutte contre la fraude, pour lequel les syndicats sont complètement engagés à nos côtés. Donc il y a eu un outil ASAFO qui a été mis en place. Au niveau de l'assurance maladie, on essaie de vous équiper au mieux pour justement nous aider à lutter collectivement contre la fraude. Et on est en train de travailler sur un message d'incitation à l'usage obligatoire de la carte vitale, notamment dans le cadre du tiers payant. Donc là, on travaille ça encore avec les syndicats et les patients et ça devrait on devrait communiquer sur le sujet tout prochainement. Et le dernier volet de l'avenant 1, c'est vraiment essayer de préserver le maillage territorial avec un soutien de certaines officines en difficulté. Donc voilà, c'est des choses qu'on a mis en place et qu'on est en train de mettre en place avec nos partenaires conventionnels. Et j'en profite juste pour vous rappeler à tous que là, on est en train de calculer les ROSP pour 2024, que vous avez jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 28 février, pour déclarer les indicateurs dans la rubrique Ma convention sur Amélie Pro. Donc c'est important pour pouvoir bénéficier de votre ROSP NUM, ROSP BUPS et la ROSP forfaitaire exceptionnelle de 2024. Je vous alerte parce qu'il y a aussi des indicateurs socles qu'il est nécessaire de remplir pour pouvoir prétendre à obtenir cette ROSP-là. Et on a des taux cette année qui sont assez bas par rapport aux années passées. On n'a que 60% de répondants pour la ROSP BUPS notamment. Donc n'hésitez pas, là il vous reste encore quelques jours pour vous rendre sur Amélie Pro, rubrique Ma Convention, pour nous envoyer les documents qui permettront donc d'avoir ces petites rémunérations supplémentaires. Rémunération supplémentaire de la ROSP. Merci beaucoup. Alors, Pierre Pribil, directeur de la sécurité sociale. Alors moi, je vais vous poser des questions. Quel rôle complémentaire à celui des médecins
vous attribuez aux pharmaciens dans l'optimisation des prescriptions et l'amélioration justement de la pertinence des dispensations. Et selon vous, comment mieux structurer leurs interventions pour en maximiser l'impact sur le parcours de soins? Bonjour à tous et merci de votre invitation. Je suis ravi de vous retrouver. En plus, vous êtes venus à la maison, donc c'est facile. Peut-être je vais commencer par vous parler de sécurité sociale quand même, parce que vous savez que le projet de loi de financement de la sécurité sociale continue son chemin. Je parle de celui pour 2025. Et que voilà, le gouvernement, le Premier ministre a engagé les responsabilités de son gouvernement sur ce texte qui aboutit pour 2025 à un déficit de la sécurité sociale qui va atteindre 22 milliards d'euros. Sur ces 22 milliards d'euros, la branche maladie représente 15 milliards d'euros. Donc autant vous dire que, même si évidemment souhaitable que ce texte finisse par être voté et entrer en vigueur, parce que ne pas avoir de texte, c'est encore pire, et le dérapage financier serait encore pire. Autant vous dire que notre sécurité sociale, à laquelle je crois on est tous dans cette salle et nos concitoyens très attachés, fait face à des difficultés financières absolument majeures, et que pourtant, nos concitoyens ont besoin d'une sécurité sociale. Nos enfants, plus tard, auront besoin d'une sécurité sociale. Notre système de santé a besoin d'une sécurité sociale, ou alors c'est plus vraiment le même système de santé dont on parle. Et donc on doit tous aujourd'hui, je pense, et ça rejoint le thème de votre échange, se demander comment prendre soin de notre sécurité sociale en tant que citoyen et en tant que professionnel, vous comme moi, comme nous, autour de cette table ronde. Alors, les pharmaciens dans tout ça, que peuvent-ils faire? Eh bien, j'ai envie de dire que finalement, le mieux que vous puissiez faire, c'est tout simplement faire votre métier, mais faire tout votre métier. Un peu ce que vous venez d'évoquer là, à l'instant autour de la table. C'est-à-dire faire votre métier de professionnel de santé, faire votre métier de spécialiste des produits de santé. Pas seulement effectivement du médicament, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et donc il y a quelque part deux axes dans faire tout votre métier. Il y a pour moi être un acteur à part entière de santé publique, parce que la santé publique est le meilleur allié de la Sécu, et la Sécu le meilleur allié de la santé publique. Parce qu'en fond, notre sécurité sociale se porte d'autant mieux que la prévention fonctionne, que les soins sont moins aigus, que les patients vont bien et ont besoin de moins de soins. Et on a aussi besoin de pharmaciens pour être les acteurs de cette juste dispensation dont on parlait tout à l'heure, du juste recours aux produits de santé, finalement de ce qu'on pourrait appeler, s'y rendre dans la grande catégorie de la pertinence des soins, qui est là aussi toujours une quête un peu sans fin, qui est sans doute la meilleure des façons d'atteindre ce qu'on appelle l'efficience de notre système de santé et de notre système de soins en particulier. Et vous pouvez, au travers d'un certain nombre de choses qui viennent d'être évoquées, évidemment être des acteurs majeurs de cette pertinence des soins. Alors, évidemment, ces deux sujets sont en lien parce qu'il n'y a pas de pertinence des soins s'il n'y a pas de bonne santé publique. Et la santé publique, évidemment, et je le disais tout à l'heure, aussi source en elle-même d'efficience. Vous avez pour ça des atouts absolument majeurs. Évidemment, d'abord les compétences qui sont les vôtres. Ensuite, le maillage territorial. Et ce n'est pas un hasard, je pense, si la Convention fait de la place à ce sujet, comme ça vient d'être rappelé récemment. Et une forme d'accessibilité assez unique quand même dans notre système de santé aux compétences qui sont les vôtres. Je voudrais revenir sur le fait que, et c'est frappant pour moi qui revient sur ce sujet après m'en être un petit peu éloigné pendant quelques années, de voir à quel point votre mode de rémunération a incroyablement évolué en quelques années, et la structure même de la rémunération de l'activité du pharmacien, suite à un dialogue, d'ailleurs, dont l'USPO était très largement partie prenante avec l'État, et puis aussi ensuite avec l'assurance maladie, de plus en plus avec l'assurance maladie, compte tenu des évolutions de la structure de votre rémunération. Et ce mouvement, qui est quand même un mouvement très structurant, qui fait évoluer la rémunération du pharmacien d'un modèle finalement de marge de distributeur vers un modèle professionnel de santé, valeur en santé, j'allais dire de l'acte, c'est même pas un gros mot, puisque j'entends qu'il y a maintenant des actes dans la Convention qui sont ou vont être tarifés, si j'entends ce que vous venez d'indiquer. Cette façon de pivoter me semble être au service de ce projet dont je parlais tout à l'heure et dont notre Sécu a besoin, dont les patients ont besoin.
et auquel s'ajoute bien entendu un certain nombre de nouvelles missions, comme on dit, je crois, avec des rémunérations particulières et qui font l'objet de négociations avec l'assurance maladie. Vous avez parlé de la vaccination, pour moi ça rentre évidemment dans cette catégorie-là, c'est assez là aussi impressionnant. Évidemment, les choses vont très vite. Je crois que l'épidémie aussi, la crise sanitaire a énormément changé les comportements et peut-être aussi été un détonateur de changements positifs sur ces sujets-là. Mais quand on regarde les chiffres, là encore, je vous assure, pour m'y repencher avec une petite idée de latence, c'est impressionnant de voir la part que les pharmaciens prennent aujourd'hui dans la vaccination de nos concitoyens et de savoir aussi tout le potentiel qu'il y a encore pour que vous soyez des acteurs que vous êtes déjà, mais que vous pouvez être encore davantage de la meilleure couverture vaccinale de nos concitoyens, tant on sait que c'est là aussi un déterminant majeur de la santé publique et, in fine, aussi de l'efficience des dépenses d'assurance maladie. Et encore une fois, je pense, parce qu'il y a parfois des mauvais débats dans notre système de santé, ce n'est pas un sujet de concurrence. Vous n'êtes pas en concurrence avec d'autres professionnels de santé pour réaliser cette mission. Vous êtes en complémentarité. Et plus on y arrivera et plus vous y arriverez ensemble, et mieux la santé publique s'en portera. On aurait pu parler aussi des rendez-vous prévention. Il faut que ça se lance. Et je crois que vous pouvez être, de par tous les atouts que j'ai évoqués tout à l'heure, des acteurs majeurs, et que c'est aussi une façon, au travers du développement de ces rendez-vous, de faire encore pivoter la relation que vous pouvez avoir aux patients sur le terrain et dans tous les territoires. Vous avez parlé des dépistages. Là aussi, évidemment, il y a des premières choses qui sont très concrètes dans la Convention et évidemment un champ des possibles qui est énorme. Et comme vous êtes poli, vous n'avez pas encore parlé, mais je sais qu'on est très en retard sur un sujet dont me parle régulièrement Pierre-Olivier lorsqu'on se voit, c'est l'expérimentation sur les TSN. Je sais qu'il y a une LFSS maintenant très ancienne qui prévoyait une expérimentation et donc on vous doit un texte d'application. Le message que je vais vous passer, c'est qu'on ne vous oublie pas et qu'on y travaille activement avec les autres directions impliquées du ministère. Sur le volet juste dispensation, pertinence des soins, évidemment, ça rejoint un enjeu de santé publique pour tout un tas de raisons. Évidemment, la lutte contre la iatrogénie, la lutte contre l'antibiorésistance, qui sont des sujets aussi majeurs. Ça rejoint aussi des enjeux, y compris de lutte contre les tensions d'approvisionnement. Il y a aussi un enjeu d'impact environnemental des produits de santé. Et puis, bien entendu un enjeu d'efficience des dépenses d'assurance maladie qui est très, très important. Tous les sujets que vous venez d'aborder, en fait, d'intervention pharmaceutique, va créer de la valeur à cet égard et sont des enjeux d'avenir très importants et qu'il nous faut donc parvenir à accélérer. Vous avez évoqué le sujet des TROD. On en a tellement parlé. Je me souviens même dans ma petite agence régionale de santé à l'époque, et notamment avec votre organisation, avoir tenté des expérimentations, préparé des expérimentations. On a été ravis d'avoir été totalement rattrapés par le mouvement national et l'évolution de la réglementation, l'évolution désormais conventionnelle. Mais les chiffres qui ont été annoncés tout à l'heure sont très positifs, évidemment pour l'activité qui est la vôtre, mais pour la santé publique et l'efficience en général. Et je trouve que votre positionnement sur le sujet, par exemple, des TROD angines, en aval ou en amont d'une décision de prescription d'antibiotiques et la possibilité de délivrer l'antibiotique si le TROD est positif sont quand même une avancée remarquable, et que le fait que, comme c'est souvent le cas avec les acteurs, avec les pharmaciens, quand on déclenche quelque chose, ça démarre, est très très positif, et je suis sûr qu'on aura des retours très 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 intéressants. Je vais quand même évoquer un sujet plus polémique, puisque vous avez produit un communiqué de presse absolument lapidaire sur le nouveau dispositif d'accompagnement à la prescription. Je ne sais pas lequel d'entre vous a rédigé ça, non, ça doit être à plusieurs mains. Je vais essayer de faire œuvre d'accompagnement de ce dispositif d'accompagnement à la prescription et de vous expliquer pourquoi il y a l'FSS pour 2024, souvenez-vous, c'était la FSS d'avant, a prévu ce dispositif dont évidemment je concède bien volontiers que c'est un dispositif supplémentaire et ce n'est pas comme si vous en manquiez. Mais il faut voir quel est l'enjeu qu'on essaie d'attraper. Dans un certain nombre de cas, vous le savez, on fait face à une difficulté de pertinence, en tout cas d'adéquation de la prescription à la fois aux recommandations et aux indications remboursables des produits. C'est quand même un enjeu important pour la sécurité sociale, pour nos concitoyens.
On ne peut évidemment pas traiter tous les sujets avec ce dispositif, et ça n'est pas notre ambition. Donc c'est le premier point que je voulais vous indiquer, c'est qu'évidemment ce dispositif, de par sa nature, ne peut qu'être concentré sur un nombre très précis de situations, et donc forcément faible. Mais face à ce type de situation, on a aujourd'hui, avant la création de ce dispositif, deux solutions. Soit l'espèce d'arme atomique constitue la mise sous accord préalable, et qui, quand même, une disposition très très lourde pour le coup, pour tout le monde, y compris pour le patient. Soit le laisser faire et la constatation a posteriori de dérives dans l'usage d'un produit de santé, voire la sanction par le recours à l'indu, qui est quand même là aussi assez lourde et mal vécue par des professionnels et des patients. Ce dispositif un peu intermédiaire qui a été pensé dans la LFSS pour 2024 et qui va se mettre en place très progressivement et de manière, encore une fois, assez chirurgicale, il permet de trouver un entre-deux pour traiter ce type de situation. Et son entrée en vigueur, et j'ai bien vu dans votre communiqué de presse que vous appelez à quand même un peu plus de clarification sur les modalités, voilà, et évidemment ça va être le cas, son entrée en vigueur va être très très progressive, et je crois que la CNAM a déjà annoncé qu'on était dans une phase de rodage qui allait durer encore jusqu'au mois de mai, je crois. Et donc on va évidemment ensemble régler les modalités, et de façon à ce que vous soyez très au clair avec la façon dont ça fonctionne. Mais vous voyez, c'est un bon exemple. En général, nous, quand on fait des choses très paramétriques, du genre la régulation prix-volume, une baisse de marge, voilà, on nous dit vous êtes vraiment trop bête, vous faites des choses unilatérales et extrêmement transversales et très paramétriques. Et quand on pense à un truc un peu plus intelligent, on dit c'est vraiment trop compliqué. Et donc finalement faisons du paramétrique. Bon, évidemment il faut faire un peu des deux. Et ce dispositif, je pense, à condition qu'on soit raisonnable dans son utilisation, peut-être plus clair vis-à-vis de vous sur la façon dont on fait fonctionner, et si on est capable de l'utiliser de manière suffisamment ciblée, peut-être temporaire d'ailleurs, parce qu'on n'est peut-être pas obligé de rester dans le dispositif pour un produit donné ad vitam aeternam. Ça peut être aussi une façon à un moment donné, quelque part, par l'existence de ce dispositif, et vous savez qu'il a été ciblé sur un médicament très particulier dont vous connaissez les dérives en termes de prescription aujourd'hui, ce sera aussi une façon de donner un signal d'alarme, ajuster les comportements, et puis passer à un autre sujet une fois que à la fois les prescripteurs et l'ensemble de la chaîne, ce sera quelque part rappelé quelles étaient les bonnes pratiques de prescription sur le produit en question. Donc voilà, je tenais aussi à aborder un sujet polémique, c'est aussi l'occasion de le faire, de venir devant vous. Et puis sur un sujet peut-être plus consensuel, et je finirai par celui-là, puis vous l'avez évoqué tout à l'heure, évidemment, on attend beaucoup de la profession en termes de pénétration des biosimilaires, des hybrides également substitués dans l'officine. Je crois qu'on a un dispositif qui est en train de s'assembler selon les bonnes vieilles recettes qui ont déjà bien fonctionné. À la fois évidemment un répertoire qui se constitue progressivement et s'élargit. Et c'est tout le travail de la NSM que de nous y aider dans les meilleurs délais. Un dispositif d'égalisation des marges qui est désormais chose faite. Et puis, si un jour la LFSS pour 2025 vient bien à être adoptée et promulguée, vous savez que la LFSS prévoit un dispositif qui permet d'agir aussi sur les remises, sur les biomédicaments, donc sur ces biosimilaires. Donc, je crois qu'on est en train de créer les conditions d'un succès, puisqu'ensuite on sait très bien que vous savez faire fonctionner cette machine à efficience pour l'assurance maladie. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, on va passer aux questions parce que l'heure avance. Donc, on va vous passer les micros dans la salle. En attendant, on a eu des questions sur le téléphone qui est inscrit derrière moi. Donc, si l'assurance maladie constate que les pharmaciens font bien leur job, pourquoi ne les rémunère-t-elle pas mieux? Voilà la question telle qu'elle vous est posée. Qui veut répondre? Allez-y, Sophie, quelle est? Oui, je pense que c'est une question de point de vue, quoi. Les tarifs négociés ensemble peuvent paraître bas pour certains, déjà hauts pour d'autres, hein. Je crois que le directeur de la Sécurité sociale a rappelé un petit peu l'ambiance générale en matière de déficit de l'assurance maladie. Donc voilà, on fait au mieux avec ce qu'on a. Des questions dans la salle? Ah ben, Pierre-Olivier.
Pierre-Olivier. Ben oui. Ah, le micro ne fonctionne pas. Eh ben, je vais parler fort. Allô, Ça y est, il fonctionne. Une question, des remarques. On a beaucoup fait avec vous, M. Priville, les changements du mode de rémunération, quitter la marge pour aller à l'honoraire. On a beaucoup travaillé et pensé ça avec vous. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment maintenant de se désolidariser du volume et d'aller un peu plus loin? On l'avait proposé à la CNAM en début de négociation conventionnelle, de maintenant trouver un système qui va nous permettre de nous décorréler des volumes. Ça, c'est la première chose. Vous nous parlez de nouveaux textes qui viennent d'être là pour la pertinence de la prescription. Moi, j'ai juste une remarque. Quand on a en bas du petit papier marqué « conforme à l'AMM », est-ce que ça veut dire que c'est pris en charge ou pas? Parce que c'est conforme à l'AMM, mais pas forcément conforme à l'ITR. Donc, il faudrait qu'on soit plus précis, parce que sinon, il va y avoir des soucis avec les patients, des indus après, des discussions qui n'en finiront pas avec la caisse en disant « oui, mais ». Voilà, donc ça, c'est un vrai souci. Alors c'est vrai qu'on peut avoir des situations où, bien que conforme à l'AMM, on n'est pas dans les indications remboursables, et dans ce cas-là, c'est pas remboursé. Et il y a une raison pour ça. Hein. Donc c'est vrai que ça suppose beaucoup de pédagogie, mais on peut avoir ce type de situation où le périmètre de l'indication remboursable est plus petit que le périmètre de l'autorisation de mise sur le marché, avec toute l'explication qui va avec, parce que quand on y a ce type de situation, c'est pas un hasard. Hein. C'est qu'on a par exemple des alternatives thérapeutiques qui sont tout aussi efficaces, ou au moins tout aussi efficaces, et qui sont remboursées par l'assurance maladie à un tarif qui permet l'efficience pour notre collectivité. Peut-être pour revenir sur le premier sujet, qui est un sujet assez lourd, ma conviction, c'est que le sens de l'histoire, je vous disais tout à l'heure, c'est que vous soyez de moins en moins rémunéré comme un distributeur et donc de moins en moins intéressé à la valeur financière de produits que vous dispensez et au volume de boîtes que vous distribuez, mais de plus en plus rémunéré pour la valeur en santé du métier que vous faites. Et donc c'est sûr qu'il me semble que c'est le sens de l'histoire et que quelque part on est quand même déjà engagé là-dedans, que d'arriver, et évidemment après c'est le grand jeu, entre guillemets, ou plutôt le gros travail de négociation qui est dans le champ conventionnel avec l'assurance maladie, mais c'est d'arriver progressivement, alors, en faisant évoluer d'une part la rémunération de type marge et d'autre part en rémunérant des missions nouvelles. Ce qui n'est pas simple parce que ça suppose à chaque fois une forme de traçabilité. Et c'est vrai que la perspective, vous l'avez indiqué tout à l'heure, de la dématérialisation des prescriptions est sans doute un levier majeur pour l'avenir, hein, pour votre profession, pour valoriser des interventions pharmaceutiques qui sont aujourd'hui bien sûr sous-jacentes à l'idée même qu'on rémunère un professionnel de santé pour faire ce métier. Hein, sinon, on ne serait même pas en train d'en parler. Mais dont on voit bien que pour certaines d'entre elles, elles sont très consommatrices de temps, de ressources, voilà, et qu'on est peu capable dans le travail de le rémunérer autrement qu'à la moyenne, en quelque sorte, hein, de l'argent que l'on injecte dans l'économie officinale. Donc oui, il y a des perspectives d'avenir, à la fois sans doute pour vous décorréler des questions de prix et de volume, et aussi pour rémunérer des choses en contrepartie et en substitution, qui relèvent d'une intervention pour lesquelles on ne peut pas faire mieux que de recourir à un pharmacien pour obtenir une qualité de service. D'autres questions dans la salle? Pendant Madame. Oui, merci. Christine Caminade, ex-présidente de l'Unoformation, organisme de formation. Quand nous voyons les émissions de télévision comme la dernière en date de Capital dimanche dernier, qui lamine, enfin je sais pas, la Kalachnikov de la pharmacie et des professionnels de santé, et nous sommes dans cet établissement de la santé, qu'est-ce que nous sommes en droit de faire et d'expliquer aux journalistes que notre métier, c'est pas n'importe quoi? Et en tant qu'aussi docteur en pharmacie, je pense que nous avons aussi un droit de réponse à ces émissions parce que pour moi, c'est effrayant. Il n'y a pas d'autre terme. Nous avons des confrères et des consoeurs officinaux qui font des démarches de qualité. Nous en avons parlé tout à l'heure. Et malheureusement, les émissions qui sont là ne présentent jamais des vrais bons pharmaciens. Et c'est toujours les mauvais éléments qui peuvent exister dans toute société d'ailleurs. Donc quel est le droit de réponse que nous avons et comment faire justement expliquer que nous faisons l'optimisation du traitement et c'est le job du pharmacien de ne pas dispenser quand il ne doit pas dispenser. Merci. Déjà, dans nos interventions, on a expliqué
qu'aujourd'hui, on est conscient d'un des biais économiques de notre modèle de rémunération, c'est qu'une bonne partie de notre mode de rémunération est liée au volume. Donc à partir du moment où on en est conscient, j'ose espérer que demain, collectivement, on pourra faire ce changement. On a aussi mis en place, ce qui n'a pas été reconduit dans l'avenant, mais on avait mis en place également des modèles qui permettaient de gommer ce biais économique, et notamment sous forme d'expérimentation, la dispensation adaptée, c'est-à-dire d'inciter économiquement le pharmacien à ne pas dispenser des produits de santé à posologie variable. Aujourd'hui, économiquement, quand vous avez 12 boîtes par mois de prescrits de paracétamol, j'ai tout intérêt à vous donner les 12 boîtes économiquement en tant que pharmacien titulaire. Et là, on avait créé un modèle économique qui permettait de dire je tope sur le fait que j'en ai donné que 3 parce que madame, elle en prend que de temps en temps en fonction de ses douleurs et pas de prendre les 12. Et on avait partagé les économies entre l'assurance maladie et les pharmaciens. Un modèle vertueux. Bon, il y a la crise sanitaire qui est passée par là et qui a peut-être un petit peu perturbé les chiffres. Mais en tout cas, il y avait plus de 400 000 interventions pharmaceutiques par mois, réalisées par 80% de la profession. Donc on voyait que ça marchait et qu'on était dans une démarche vertueuse. On regrette, nous, SPO, que ça n'a pas été repris dans l'avenant 1. Peut-être que ça le sera plus tard avec la e-prescription, etc. Mais ça nous paraît être quand même un modèle vertueux d'intervention pharmaceutique par le pharmacien sur une juste dispensation, notamment sur ces médicaments à posologie variable. Peut-être le deuxième élément de réponse, c'est que en tant que pharmacien, je m'aperçois que ces situations de surstockage au domicile des patients, dont souvent on s'aperçoit quand le patient décède, c'est lié à des personnes qui ne viennent plus à l'officine. C'est des personnes qui sont en perte d'autonomie. Souvent, c'est des aidants qui viennent à l'officine ou des proches qui viennent à l'officine qui, par principe, disent bah voilà l'ordonnance, il faut tout sur l'ordonnance, comme ça je serai tranquille, j'aurai rien oublié. Et derrière, qui prennent systématiquement tous les produits de santé avec les quantités maximum tous les mois. Et le jour où la personne décède, on se dit ah bah Madame Michu, elle n'avait pas besoin de tout ça, mais on n'en était absolument pas au courant. Donc, d'où à un moment l'utilité de peut-être travailler avec les infirmiers libéraux pour qu'ils nous fassent des remontées et de dire c'est l'infirmier libéral qui vient à la pharmacie, de dire voilà madame elle a besoin de ça, ça, ça. Peut-être aussi de faire de la PDA, des piluliers. On sait que au niveau mondial, l'impact médico-économique des piluliers est extrêmement intéressant, à la fois en termes de bon usage, de juste dispensation, mais aussi de réduction de la iatrogénie. Ça peut être des éléments clés. Et puis, pour finir, dans le reportage, on voyait bien que c'était essentiellement des dispositifs médicaux. Donc aussi, il y a un vrai sujet des acteurs non pharmaciens, on va le dire comme ça, qui envoient par la poste, qui souvent récupèrent les ordonnances en sortie hospitalière, qui envoient par la poste les quantités maximum, parfois pour 6 mois. Et derrière, on n'a pas une juste dispensation au fil de l'eau, comme on peut le faire sur un certain nombre d'éléments. Donc voilà, 3 éléments de réponse où je pense que ce biais qui est peut-être surexprimé dans un reportage, et ça on en est conscient, c'est pas quand même, on sait bien que ces reportages ils sont faits à charge, mais en tout cas on en est conscient et on a des propositions concrètes qu'on travaille avec les autorités pour y répondre. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Madame? Oui, bonjour, Béatrice Cléraz, je suis installée en région parisienne. Pour Monsieur Pribil, j'ai une question sur la rémunération, à nouveau, évidemment, parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas du tout évoqué, en tout cas on l'a survolé tout à l'heure, c'est sur le problème de la rémunération des médicaments chers. On est bloqué sur cette rémunération depuis quelques années. Or, vous savez très bien qu'avec la sortie de la réserve hospitalière, avec tous ces médicaments qui nous arrivent, avec tous ces patients que nous devons prendre en charge, on ne peut pas se contenter de la rémunération que nous avons aujourd'hui. Alors, vous parliez de changer ce mode de rémunération. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer un forfait maladie rare,
médicaments chers qui justifient cet accompagnement, ce temps passé. Je vous donne un exemple très concret. Les médicaments pour l'hémophilie sont sortis en ville. En gros, c'est 700 000 € à l'année en officine de ville. On nous demande de nous former pour accompagner ces patients-là. Donc, on se forme sur notre temps. On se forme parce qu'on doit le faire. Entre parenthèses, ce n'est pas des choses qu'on demande à l'hôpital quand ils dispensent ce genre de médicaments. Donc, comment est-ce qu'on peut faire évoluer cette rémunération sur ces médicaments chers qui vont nous arriver de plus en plus et pour lesquels, oui, certains confrères aujourd'hui préfèrent ne pas les dispenser sous des motifs divers et variés. En fait, j'entends dans votre question, il y a deux questions. Il y a est-ce que l'acte de dispensation, en quelque sorte, il est complexe parce que le médicament est cher ou parce que le médicament demande un travail particulier, vous voyez? Et donc, voilà. Mais donc, vous voyez, pour moi, c'est un peu le sens de mon propos tout à l'heure, ce qui justifie une rémunération particulière, c'est pas tant le coût du médicament, parce qu'il y en a qui sont très chers et qui ne requièrent pas particulièrement, tous requièrent quelque chose, sinon vous ne seriez pas là, mais qui ne requièrent pas plus que la moyenne. Et il y en a parfois même qui ne sont pas si chers que ça à l'unité, qui représentent quand même des masses considérables pour l'assurance maladie, mais qui requièrent aussi quand même un conseil particulier et des connaissances particulières, évidemment, qui sont les vôtres. Donc, pour moi, la réponse à votre question, c'est oui, il faut un mode de rémunération, et je ne sais pas si c'est un forfait ou que sais-je, parce qu'après, évidemment, vous allez me dire c'est hyper compliqué, parce que selon les médicaments, est-ce que on fait ou on les classe en catégories, j'en sais rien, on peut tout imaginer, c'est le charme des négociations conventionnelles. Mais le fait générateur d'une rémunération, effectivement, pour moi, il doit plus être l'intensité en acte médical, quelque part, qui a derrière le fait de le dispenser, et donc le conseil qu'on doit apporter, les précautions qu'on doit prendre, la façon dont on doit informer correctement le patient pour son bon traitement, que le prix de la boîte. Vous voyez ? Alors parfois, évidemment, il y a un lien entre les deux, mais pas toujours. Si je peux me permettre, il y a à la fois, c'est un risque économique considérable. On a fait une étude avec nos amis de chez IQVIA sur certaines officines, des indus sur ces médicaments-là parce que le prescripteur, il était pas oncologue, mais il était pneumologue avec une spécialisation en oncologie, mais ça ne fonctionnait pas. Enfin, c'est des risques considérables qui font que un indu sur ce type de produit, ça peut couler des officines. Et on vous fera passer les dossiers. Il y a certaines officines aujourd'hui qui ont sur un médicament, un traitement donné, etc., une remontée sur 36 mois où ils ont 200 000 € d'indus et le pharmacien n'est absolument pas fraudeur. Le patient a eu son traitement, le patient nécessitait ce traitement. Enfin, c'est des risques considérables. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que on en discutait avec l'HS et notamment son président. Aujourd'hui, on est resté dans un système de remboursement où on rembourse un médicament sur des études cliniques, sur des cohortes éventuellement qui sont faits dans d'autres continents, avec des profils génétiques particuliers, sur des bénéfices présumés. Et aujourd'hui, on n'a pas cette démarche en France de suivre l'impact médical tout au long de la vie du traitement. Et notamment, tout à l'heure, vous évoquiez l'apport des données. Aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait réfléchir à aussi missionner le pharmacien dans les données en vie réelle et de dire, voilà, monsieur machin, il a ce médicament-là, madame Michu, elle a ce médicament-là, mais est-ce que ça a vraiment changé sa vie? Est-ce que ça a un impact pour lui pour lire son journal tous les matins? Est-ce que ça a un impact pour lui pour aller chez son ami l'après-midi? Enfin voilà, quel est l'impact pour le patient? Est-ce que ça a vraiment un bénéfice? Parce que effectivement, à l'officine, nous, ce qui nous interpelle, c'est parfois le coût disproportionné de certaines boîtes par rapport à d'autres. Lundi, j'étais encore à l'officine. Je dis, super, dans la journée, je regarde à la fin de la journée le chiffre d'affaires. Je dis, on a fait une sacrée journée. Mais en fait, quand il y a un médicament à 7 500 €, en fait, quand on retire les 7 500 €, la journée n'est pas si incroyable que ça, en fait. Et on se dit, en fait, ce patient
Pour l'exemple de lundi, il y avait 10 000 € de chiffre d'affaires et il y avait un patient à 7 500. Donc en fait, ce patient, il représente les 3/4 du chiffre, enfin les 3/4 de la dépense de la journée pour la pharmacie. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'on va assez loin dans l'évaluation au cours de la vie du traitement? Et le pharmacien, je pense, peut avoir ce rôle-là de, à un moment, recueillir des indicateurs de qualité de vie et de bénéfices patients pour dire ce médicament-là, effectivement, les études qu'il avait produites au niveau remboursement, c'est confirmé. Pour celui-ci, pour cette population-là, c'est pas forcément confirmé. Parce qu'aujourd'hui, sur ces médicaments-là, il faut qu'on réfléchisse. On voit tous les jours au journal officiel de plus en plus de médicaments très chers. Et pour la soutenabilité du modèle, il faut qu'on réfléchisse, je pense, à financer peut-être autrement et pas que sur des efficacités présumées, mais aussi sur des efficacités avérées. Je vous rejoins sur le fait qu'on a une inflation des coûts de traitement. On a une très forte inflation des coûts de traitement quand même, quand on observe tout ça. Alors, quand même, comme tout ça est le fruit de multiples étapes d'évaluation, de négociations qui sont quand même compliquées, dont on nous accuse toujours qu'elles sont trop longues, mais quand même, effectivement, avant d'aligner un prix élevé, il est quand même normal et j'espère rassurant pour nos concitoyens qu'on se penche dessus plusieurs fois le temps qu'il faut. Mais c'est vrai qu'on a cette inflation des coûts de traitement. Et donc ça interroge quand même sur est-ce qu'en face on a un gain en santé qui justifie l'inflation de ces coûts dans le contexte par ailleurs économique et financier de la sécurité sociale qui est celui que je décrivais tout à l'heure. Et donc la recherche d'une justification le plus possible a priori quand même, parce que payer pour voir ça a ses limites quand on a 22 milliards de déficit, même si parfois il faut essayer. À 22 milliards de déficit, on peut quand même regarder un peu avant de payer. Il est vrai que la question de se poser la question en vie réelle et peut-être a posteriori et peut-être pas trop tard, en fixant peut-être des critères de jugement a priori d'une forme d'évaluation médico-économique, en tout cas une place de l'évaluation médico-économique plus centrale dans la façon dont on tarifie, dont on négocie le prix des médicaments, est une question qui se pose. Et c'est vrai que c'est probablement celle que soulève en premier cette observation de l'augmentation des coûts de traitement, même si une partie de cette augmentation est en fait, vous le savez, faciale et reflète autre chose, mais qui est aussi un problème, c'est une décorrélation croissante entre ce qui est facturé, la dépense brute de médicaments, et ce qui est payé en net par l'assurance maladie du fait du jeu des remises, dont on a bien vu d'ailleurs dans un épisode récent que lui-même est un jeu compliqué, puisque prévoir le montant des remises devient extrêmement compliqué quand aujourd'hui le volume de ces remises c'est près de 10 milliards d'euros. Donc on a un système qui questionne à la fois dans la tarification faciale, dans la décorrélation entre le prix facial et le prix effectivement in fine assumé par l'assurance maladie, et évidemment dans l'efficience de ce prix net, puisque c'est ce prix net qui coûte à la collectivité au regard du gain en santé qu'apporte tel ou tel produit. Bien, merci beaucoup. On va être obligé de s'arrêter parce qu'on a pour cet atelier. Merci pour votre participation. On peut vous applaudir. Si vous...